Bonjour Natacha, bonjour Laurent, merci d'être les premiers à expérimenter l'expérience Battle de France, une nouvelle émission de débat, mais qui prend un peu ses distances avec l'actu, qui sort de l'écume des jours pour aborder les grands débats qui traversent la société française et aussi parfois pour sortir du traditionnel clivage droite-gauche et essayer de faire émerger les vrais clivages, là encore, qui traversent la société. Bonjour Natacha Polony. Bonjour. Vous êtes essayiste et journaliste, notamment à Europe 1. Vous avez été professeur à Épinay-sur-Seine et vous publiez aujourd'hui « Bienvenue dans le pire des mondes » avec le comité Orwell, livre dans lequel vous expliquez notamment que le champ de nos libertés individuelles est en constant rétrécissement, notamment du fait des nouvelles technologies. Laurent Geoffrin, directeur des rédactions de Libération. Vous êtes également l'auteur du Réveil français. Voilà, livre écrit après le 11 janvier et finalement, livre assez optimiste, assez loin de notre premier sujet de débat qui est celui de la guerre civile. On peut le dire, oui. Mais avant de vous entendre sur ce sujet, notamment de la guerre civile, j'aimerais vous entendre tous les deux sur l'élection de Donald Trump. Alors les Américains ont élu Donald Trump pour de très nombreuses raisons. Et moi, j'aimerais savoir, l'un et l'autre, quels paramètres de ce vote est-ce que vous isolez? Est-ce que c'est l'Américain blanc qui a peur de perdre son pays? Est-ce que c'est l'oublié de la mondialisation qui a voté pour Donald Trump? Natacha Polony? Bon, je pense que si on regarde, enfin, il y a l'apparence des chiffres et il y a ce qu'il faut comprendre derrière l'apparence des chiffres. Si on regarde vraiment les chiffres, on peut estimer que les populations les plus pauvres ont sans surprise voté pour Hillary Clinton et que les populations les plus riches ont sans surprise voté pour Donald Trump. Ce qui signifie en fait que le cœur de cible de l'électorat démocrate, les minorités, a en effet voté comme on s'y attendait, le cœur de cible de l'électorat républicain également. Donc en fait ça ne nous raconte pas un phénomène qui est un phénomène de surgissement, qui est la dimension surprenante et nouvelle du phénomène Trump. Et la dimension surprenante et nouvelle du phénomène Trump, c'est toute cette marge où on a une partie de la population qui en fait est celle des petites classes moyennes, des classes ouvrières abîmées par la globalisation, de tous ces gens qui ont vu disparaître leur travail, qui ont vu disparaître parfois leur maison à cause de la crise des subprimes et des créances douteuses mises en place par les banques et qui tout à coup se réveillent floués de l'histoire. Et ce réveil-là, on le voit dans tous les pays occidentaux. C'est la première fois qu'on a une élection américaine qui est aussi proche des problématiques de l'Europe. C'est la révolte d'une part des populations qui sont celles qui sont les perdantes donc de la mondialisation et qui essayent de sortir de ce système dont les gagnants sont les grandes multinationales. C'est exactement ce que nous montrons avec le comité Orwell dans ce livre, c'est-à-dire que les grandes multinationales, en particulier le capitalisme californien, sont en train de remodeler le système économique et petit à petit le système politique pour essayer de contourner la démocratie et de mettre en place une dérégulation financière qui sert leurs intérêts. Laurent Geoffrin, j'aimerais vous demander, est-ce que vous prenez la victoire de Trump pour un échec pour vous? Du moins pour ce que vous représentez. Pour moi, personnellement. Du moins pour ce que vous représentez en France. Mon influence a été mince dans cette affaire. Non, ce que je veux dire, c'est que la gauche, aujourd'hui, partout dans le monde, se fait tailler des croupières par des partis qui disent représenter les oubliés, justement, les ouvriers. Ce n'est pas tous les oubliés, parce que si la variable la plus forte du vote Trump, c'est le vote ethnique. Si vous prenez les minorités ethniques, elles ont voté massivement pour Clinton. Et si vous prenez les Américains de race blanche, comme ça c'est le vocabulaire qu'on utilise aux États-Unis, ils ont voté en majorité pour Trump. Et effectivement, il y a une révolte contre l'immigration, contre les minorités, et il y a une révolte contre la mondialisation, ça c'est vrai. Mais tout ça est un mensonge absolu, parce que effectivement, les politiques trop libérales qui ont été menées depuis 30 ans ont conduit à une désagrégation sociale dont on voit les effets un peu partout. Mais les premières mesures qui sont annoncées par Trump, c'est la dérégulation financière, c'est la diminution des... Le libre-échange, par exemple, Trump y est plutôt opposé. Oui, oui, je suis d'accord, mais est-ce que ça va favoriser l'économie américaine? C'est un autre débat, ça. C'est une discussion qu'il faudrait avoir. Mais moi, je constate que c'est un candidat des riches. Il fera une politique pour les riches, c'est sûr. Or, il y a une rhétorique consistant à dire le peuple est contre les élites. Quand vous regardez le vote, c'est pas vrai.
les élites sont coupées en deux. Il y a la moitié ont voté pour Hillary Clinton, l'autre moitié pour Trump. Et le peuple, pareil, la moitié a voté pour Clinton, mais un peu plus de la moitié même. Et l'autre moitié a voté pour Trump. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une réaction identitaire, comme on dit, dans tous les pays du monde. Et qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle va nous conduire à des régimes semi-autoritaires. Ça, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas en Hongrie. Les mesures qu'il propose Trump, il prend les minorités, notamment les latinos, pour le bouc émissaire de la crise, et maintenant il va prendre des mesures contre eux. Oui, mais je pense que si on se focalise sur un personnage comme Trump, on passe à côté d'un phénomène Erdogan, général. Poutine, le vote, en l'occurrence ce vote, n'est pas un vote ethnique, c'est un vote économique. C'est la variable la plus nette. La peur ethnique, deux, oui. la crise identitaire, elle est la conséquence d'un système économique. Et à ne vouloir voir que la dimension identitaire pour expliquer que les gens qui votent de cette façon-là sont finalement des méchants racistes, non, mais attendez, j'ai pas dit seulement identitaire, il y avait les deux facteurs, mais ce facteur identitaire est très important. Très bien. En plus, on ne peut pas réduire tout à l'économie. Aux États-Unis, même quand l'économie marchait très bien, le vote des minorités allait toujours vers les démocrates et le vote des blancs vers les républicains. Il ne s'agit pas de réduire l'économie. Il y avait cette semaine un extraordinaire édito de Riss, comme souvent d'ailleurs dans Charlie Hebdo, qui disait que le grand échec de la gauche américaine, c'est justement d'avoir découpé le peuple en tranches et d'avoir donc sa propre obsession identitaire, c'est-à-dire en traitant des minorités noires, des minorités homosexuelles, des minorités latinos, des minorités, des femmes considérées comme une minorité, ce qui est un comble. Obama n'a jamais dit ça. Oui, mais c'est une tendance générale on va dire, d'une forme de gauche qui est la gauche sociétale dans les pays occidentaux. C'est pas toute la gauche, c'est une gauche spécifique et c'est celle qui se fait le plus entendre. Et elle a maintenant à reconstruire un discours sur le commun, sur ce qui permet... On va un débat sur les États-Unis. Mais Obama n'a jamais dit ça. Au contraire, il s'est placé dans l'optique d'une américaine Obama, c'était Hillary Clinton. Et Obama a été réélu deux fois. C'était Hillary Clinton qui était candidate ce coup-ci. Oui, mais enfin, on avait 8 ans, parce que Natacha parle de la gauche. Alors j'imagine que la gauche américaine, c'est Obama en partie, il était président. Dit que c'était une et donc il avait le discours exactement inverse de celui que vous tenez. La gauche tient un discours universaliste qui est contré par le discours identitaire, parce qu'on fait passer les valeurs ethniques ou les valeurs culturelles avant les valeurs universelles. Mais la gauche universaliste, c'est-à-dire en partie la gauche qui peut s'exprimer comme une gauche républicaine, elle est attaquée depuis... J'appelle ça, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas républicain, il y a différentes acceptions du terme républicain. Et ce qu'on appelle la gauche républicaine, c'est en particulier celle qui, depuis des années, essaye de contrer ce discours communautariste de désagrégation de la société et au nom de l'universalisme des Lumières. Or, cet universalisme a été attaqué par un certain discours qu'on classe à gauche, un discours qui consiste à dire qu'il faut reconnaître en chacun d'abord sa différence, etc. Et c'est tout à fait ça, c'est une obsession identitaire. On a toute une partie de la gauche qui classe en permanence les gens en fonction de leur origine ethnique. On est déjà en plein dans le prochain débat qui est celui de la guerre civile.